Bonjour à tous et à toutes et merci à l'Ocajou d'avoir nous donné l'occasion de parler aujourd'hui de notre expérience au Congrès mondial qui s'est tenu à Madrid au mois de juin. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory. C'est vrai que c'était un congrès très intéressant qui était sur la justice centrée sur les enfants. Donc, c'est un congrès mondial organisé par plusieurs ONG qui a rassemblé plus de 7000 participants à travers le monde. Bon, évidemment, la plupart en ligne, hein, tout le monde n'était pas à Madrid. Et le thème était donc de faire progresser la justice centrée sur l'enfant et de prévenir et répondre à la violence affectant les enfants dans le système de justice pour enfants. Donc, Charles nous a demandé pour introduire la journée aujourd'hui de vous parler un petit peu de sujets qui ont été abordés lors de ce congrès mondial. Donc, on se décale un peu ici de la série Adolescence pour être un peu dans toutes ces réflexions qui ont eu lieu au niveau plus international. Et moi, je vais commencer par vous parler du Comité des droits de l'enfant qui a été beaucoup abordé lors de ce congrès mondial. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est l'organe de contrôle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est un comité qui vraiment s'assure que les États qui ont ratifié la Convention internationale, dont évidemment le Luxembourg, la plupart des États du monde, en fait, enfin tous, sauf les États-Unis, ont ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, ce comité est chargé de contrôler le bon respect par les États parties de la Convention. Et alors aussi, et c'est quelque chose qui est intéressant, un travail qui n'est pas toujours connu du grand public ou des professionnels même qui travaillent avec les enfants, le comité fait aussi des recommandations sur des thèmes qui touchent aux droits de l'enfant et qui sont des questions importantes relatives aux enfants. Et pour le moment, ils sont en train de travailler à une nouvelle observation générale qui n'a encore qu'un projet qui sera définitive en 2026, mais qui est déjà bien avancé et qui est disponible. Et d'ailleurs, dans la documentation que vous aurez par rapport à la conférence d'aujourd'hui, vous aurez le lien qui vous amène vers cette observation générale. Donc, je vais un petit peu vous la résumer. Elle est très dense, donc c'est difficile voilà, de vous en faire une vue vraiment très précise parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais je vais vous faire une petite synthèse du contenu de cette observation qui concerne donc la question de l'accès à la justice et l'accès aux voies de recours pour les enfants. Donc c'est vrai que le comité dans cette observation traite déjà de l'accès à la justice, mais de manière très large. Donc on n'est pas uniquement sur la voie judiciaire, c'est aussi la voie extrajudiciaire, non judiciaire. Et donc c'est l'occasion pour le comité de rappeler que cet accès à la justice, donc vu de manière large, a un rôle vraiment important dans la lutte contre les inégalités, la remise en cause des pratiques discriminatoires, le rétablissement des droits qui ont été bafoués. Et ça permet aussi ce rappel de cette importance de l'accès à la justice pour les enfants, de responsabiliser les acteurs étatiques et privés dans l'accomplissement de leurs obligations. Donc le comité rappelle dans cette observation générale mais que pour de nombreux enfants dans le monde, ça reste un droit qui est très abstrait, ce droit à la justice qui est très lointain. Parfois, comme dans la série et dans les discussions qu'on aura aujourd'hui, les enfants peuvent y être confrontés de manière parfois très brutale. Et alors, il y a aussi le constat qui est fait que rarement les enfants agissent pour demander une réparation en cas de violation de leurs droits. Donc, l'idée du comité est vraiment de donner aux États et aux différents professionnels, aux personnes intéressées par la thématique, des grandes recommandations. Et il rappelle notamment pour que les droits aient un sens, bien, il est évidemment essentiel que l'accès à la justice et à des recours effectifs soit vraiment et réellement disponible pour les enfants. L'observation rappelle évidemment les grands principes qui s'appliquent en la matière, qui sont les grands principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au développement, le droit d'être entendu. Et le comité rappelle que les enfants doivent être évidemment respectés en tant que titulaires de droits individuels dotés d'un pouvoir d'action, que toute interaction avec l'enfant dans le cadre de cet accès à la justice doit être respectueuse, responsabilisante, non stigmatisante, non dévalorisante, quel que soit l'âge, le milieu, la situation de l'enfant. Donc évidemment, les États sont les premiers responsables, mais ils ne sont pas les seuls. Tous les acteurs qui soutiennent les enfants dans l'exercice de leurs droits doivent faciliter cet accès à la justice et l'accès aux voies de recours. Donc cette observation générale insiste aussi sur la disponibilité, l'accessibilité, l'adaptation aux droits et aux besoins de l'enfant.
Il rappelle l'importance de différents principes comme le fait d'avoir des délais qui soient clairs, qui soient raisonnables, assez rapides pour les enfants, parce que la temporalité évidemment des adultes et des enfants est différente. On ne peut pas prendre le même temps avec des enfants qu'avec des adultes. Pas toujours non plus aller trop vite. C'est pas parce qu'on est face à un enfant qu'il faut être face à une justice expéditive. Mais bon, donc il faut être efficace. Le respect de la vie privée, de la confidentialité, très important par rapport aux enfants. Mettre en place une communication et des informations qui soient adaptées aux enfants, ce qui manque souvent dans les systèmes, même dans les pays européens. Bénéficier d'un soutien multidisciplinaire coordonné avec des professionnels spécialement formés. L'observation générale fait aussi un focus sur la question de la réparation et en rappelant que le droit à un recours effectif passe aussi par la réparation du préjudice subi. Et puis le comité lance aussi un appel aux États à vraiment identifier et combattre les normes sociales qui entravent les droits de l'enfant dans l'accès à la justice et les invite vraiment à prendre un maximum de mesures législatives, administratives ou autres qui permettent l'accès à la justice. Alors pour ce faire, il donne plusieurs indications, notamment la nécessité d'avoir un cadre juridique complet conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est évidemment une recommandation qui est intéressante par rapport à la situation du Luxembourg, qui est en réflexion sur sa législation et avec ce projet de réforme en cours. La nécessité aussi d'allouer des ressources suffisantes pour faire fonctionner les mécanismes judiciaires, non judiciaires, l'assistance judiciaire, les services de soutien, les fonds dédiés aux enfants victimes. La nécessité aussi d'encourager les institutions indépendantes, comme par exemple les médiateurs, comme l'Ocajou, à procéder à des évaluations régulières des mécanismes de recours, en ce compris le système judiciaire. La nécessité de disposer de suffisamment de services multidisciplinaires, y compris des services juridiques, parajuridiques, sociaux, psychologiques et médicaux, évidemment très important pour le soutien aux enfants à leurs familles, de renforcer les programmes de sensibilisation, d'éducation aux droits de l'enfant, autant pour les adultes que pour les enfants, veiller à la formation de tous les professionnels et aussi, évidemment, et c'est quelque chose qui aussi peut parfois faire défaut dans certains pays, dont le Luxembourg, de collecter des données ventilées et de soutenir l'évaluation et la recherche. Le comité parle aussi évidemment de la responsabilité des parents, puisque les États, les professionnels, la société civile, les institutions de défense des droits de l'homme ne sont pas les seules à devoir être vigilants et devoir agir pour permettre cet accès à la justice. Les parents, les proches, les tuteurs légaux doivent évidemment aussi intervenir. Et lors de cette conférence de ce congrès mondial à Madrid, il a été dit que cette observation générale était l'occasion aussi de rappeler des grandes valeurs qui sont parfois mise à mal, surtout dans le contexte mondial actuel où la loi du plus fort devient de plus en plus la règle. Donc, c'est les principes de confiance, respect, empathie et dignité qu'il faut toujours avoir en tête dans le travail avec les enfants quand ils sont confrontés à des violations de leurs droits ou à la nécessité d'accéder à la justice. Donc voilà pour cette observation générale que je vous ai brossée un petit peu dans les grandes lignes. Il y a beaucoup d'autres initiatives, évidemment, et beaucoup d'autres choses qui ont été abordées à Madrid. Donc, Grégory va vous parler de quelques-unes qui l'ont particulièrement intéressé. Je vous dis juste encore un mot du travail d'UNICEF international autour de l'accès à la justice pour les enfants avec son programme Reimagine Justice for Children, avec vraiment tout un travail qui a été fait et lancé principalement depuis le Covid, avec le constat que beaucoup d'enfants qui étaient en détention, privés de liberté au moment de la crise sanitaire, ont en fait été libérés. Donc il y a vraiment des dizaines de milliers d'enfants qui, à travers plus de 80 pays, ont été du jour au lendemain libérés. Preuve que la détention dans leur situation n'était pas la mesure de dernier recours et aurait pu être clairement éviter. Donc tout un travail de réflexion qui est fait pour réinventer cette justice pour les enfants. Et donc UNICEF International a rédigé différentes fiches techniques qui ont été diffusées à l'occasion de ce congrès mondial. J'ai laissé un document là-bas avec un QR code qui permet d'accéder à certaines de ces fiches qui sont donc déjà publiées, qui traitent notamment pour les fiches qui pourraient vous intéresser ici, de l'aide juridique, la santé mentale et l'aide psychosociale
dans le système de justice pour enfants et aussi le rôle des professionnels dans les services sociaux, dans les systèmes de justice pour enfants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la documentation qui se base aussi sur les constats du travail d'UNICEF avec différents pays à travers le monde pour améliorer les systèmes de justice pour enfants dans les pays de montrer aussi des bonnes pratiques qui peuvent exister dans d'autres pays, parce qu'il y a vraiment plein de bonnes inspirations qu'on peut prendre par ailleurs. Maintenant, donc, je cède la parole à Grégory pour qu'il continue alors à vous parler de ce congrès mondial. Merci Alexandra. Merci à Alexandra pour ce petit résumé du General Comment numéro 27. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Grégory Fonseca. Je suis activiste de droits de l'homme, membre fondateur et président de l'association Run Arouse on the Law, ainsi que membre fondateur et président de l'association internationale des droits luxembourgeois, nouvellement créée Observatory ASPL, euh, étudiant en droit international public à la Leiden Law School. Et depuis ma première expérience avec la protection de la jeunesse à l'âge de 12 ans, je m'occupe maintenant depuis presque 17 ans avec les sujets autour des droits de l'homme. Je suis riche en expérience, non seulement par le biais de mes études ou professions, mais par des expériences vécues. Au long de mes expériences, j'ai été victime, auteur et témoin d'infractions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire une présentation à deux temps. Si la présentation... Ouh, elle marche. Si elle marche, oui, elle marche en deux temps. Euh, Autour du sujet des enfants en conflit avec la loi, avant d'en aboutir à ma conclusion. Qui dit droit international dit droit de l'homme, et dans ce contexte aujourd'hui en particulier, droit de l'enfant. D'où proviennent ces droits, ou pour le dire dans un langage plus juridique, quelles sont les sources des droits de l'enfant? Pour des questions de simplicité, je vais un peu sauter des slides et un peu raccourcir, euh, et aussi faute de temps. Ok, genre les sources du droit, des droits de l'enfant en droit luxembourgeois sont, il y a trois sources. Il y a le droit international qui est divisé en droit international et droit européen. Le droit européen se divise en deux catégories. Une fois le droit du Conseil de l'Europe, c'est la Convention des droits de l'homme, oui, la Convention des droits de l'homme et tout le droit, on l'appelle l'acquis communautaire et les droits de l'homme en provenance de l'Union européenne, ainsi que le droit interne. Un droit interne est aussi une source des droits de l'enfant au Luxembourg et le droit interne doit être conforme au droit international et au droit européen, ce qu'on va voir dans la suite. Ok. Ici, quelques exemples de sources du droit international. On a parlé de la Convention relative aux droits des enfants de 1989. Il y a aussi genre, la Convention pour la prévention de la torture ou autres traitements cruels, dégradants ou inhumains. Euh, Ça, on va sauter mhm. pour le droit interne, exactement. On va vous avez eu une idée, le droit international, c'est tous les traités, toutes les conventions, toutes ces instruments internationaux. Puis le droit interne qui est complémentaire et doit être conforme aux exigences des normes supérieures qui est le droit international. On a au sommet de la hiérarchie des normes, on a la Constitution qui, dans son chapitre 2, énumère les droits et libertés sans faire des distinctions entre les différents groupements de personnes. C'est-à-dire, on ne distingue pas entre hommes, femmes ou enfants. Euh, les, les, euh, ok.
Apparemment, il y a un article, j'ai fait une mauvaise recherche. Mais en tout cas, les règles ou les droits de l'enfant ou les droits de l'homme s'appliquent indistinctement aux personnes. Puis, on a les lois. Par exemple, la loi sur l'organisation du centre socio-éducatif de l'État, qui doit aussi être conforme aux droits des enfants et aux droits internationaux. Et une étage plus bas, on a des règlements grand-ducaux ou les arrêtés grand-ducaux ministériels qui aussi, elles aussi, de leur part, doivent être conformes aux lois, à la Constitution et aux exigences du droit international. Hum, Ok. Maintenant, la question se pose, quelle est la valeur de ces règles de droit international en rapport avec le droit interne? Je l'ai déjà évoqué. La réponse, elle est simple. Le droit international et européen est partie intégrante, voire au sommet de l'hiérarchie des normes dans l'ordre interne des normes. Euh, exactement. Maintenant, on saute encore une fois quelques slides qui parlent de la primauté du droit international et européen. Si vous voulez, par après, je peux vous faire, je peux vous envoyer la présentation. Ok, je vais commencer avec la consécration. La consécration de la primauté du droit européen et international par le juge interne, c'est-à-dire par le juge international, c'est pas que les instances ou les juges internationaux ou européens qui parlent de la primauté du droit international, mais il y a aussi des arrêts, notamment, je pense à deux arrêts de la Cour constitutionnelle, un du 22 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle et puis un autre arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2021 qui considère l'ensemble des dispositions, Constitution, Convention européenne des droits de l'homme, Charte des droits fondamentaux et ainsi de suite comme un socle commun dans l'appréciation du cas. Ok. Euh, Venons alors à un petit résumé de la première partie de mon intervention. Nous venons de voir que les droits de l'enfant proviennent de sources multiples. Je répète, droit international et droit européen. Or, force est de constater que de facto, ces droits ne sont ni évoqués devant et par conséquent non plus protégés de manière suffisante par le juge luxembourgeois. Ceci malgré l'absence d'un devoir de transposition et malgré la primauté du droit international européen, ainsi que l'effet direct ou la subsidiarité du droit international. Pour faire avancer les droits de l'enfant, j'ai trois recommandations à faire. Les juges doivent soulever et respecter les droits de l'enfant. Les avocats doivent commencer à plaider in limites les droits de l'enfant. Les enfants, comme véritables titulaires des droits, doivent être en mesure à réclamer leurs droits à tout stade d'une procédure. Je pense que cela sort aussi du General Comment numéro 27. Alexandre l'a évoqué. Une autre remarque est qu'alors, même si les sources non contraignantes ne sont pas obligatoires, les recommandations comme le General Comment ou autres instruments créent des effets juridiques dans la mesure que ces sources peuvent déclarer des standards de droit, voire se présentent comme coutumes, dans le sens que ces sources peuvent former des matérialisations du fait juridique à la base, qui est le droit de l'enfant. Maintenant, ce qui suit dans mon développement est une courte présentation des ateliers présentés lors du 5e congrès mondial sur la justice avec les enfants, lesquels peuvent être perçus comme, je le répète, des matérialisations des droits de l'enfant. Le fil rouge qui m'a guidé lors du 5e congrès mondial à Madrid était la réforme actuelle. Je me suis rendu au congrès et j'ai fait le choix de mes ateliers au congrès en vue de la réforme actuelle. C'est-à-dire, j'ai choisi à vous présenter trois sujets et trois ateliers
Premièrement, le jeune adulte en voie de développement. Deuxièmement, la protection des victimes. Et troisièmement, la collection des données. Commençons donc par le jeune adulte en voie de développement. Il y avait un atelier nommé Developmentally Informed Justice for Older Youth, Applying Research in Neurobiology and Youth Development and to Youth-Centered Reforms par excusez-moi, par la Columbia University. Ils ont présenté le projet de recherche de la Columbia University Justice Lab. Excusez-moi, de la Columbia Justice Lab que vous trouverez toute la recherche, vous trouverez euh, sur le site internet qui est affiché. Donc, la mission, je veux souligner trois missions de cette recherche ou de ce programme. Premièrement, c'était promouvoir une justice adaptée au développement des jeunes adultes, c'est-à-dire la tranche d'âge entre 18 et 25 ans. Si on fait le rapport avec la réforme actuelle, on sait que lors des amendements de la réforme, l'extension de l'application euh, du droit pénal pour mineurs a été abrogée. Dans un deuxième temps, ils cherchent à influencer les politiques, les lois et pratiques à travers des recommandations fondées sur la recherche. Et tertiairement, ils visent à faire progresser une justice plus équitable, proportionnée et efficace pour cette tranche d'âge. Pourquoi? Bah, les résultats de la recherche scientifique nous ont montré qu'aux États-Unis, je souligne aux États-Unis, les jeunes adultes sont surreprésentés dans le système carcéral avec le résultat d'un taux de récidive de 90%. Il faut se rendre compte, 90% de taux de récidive, c'est un chiffre exorbitant. Et oui, il me manque les mots si je lis ce chiffre et je me demande quant à l'efficacité de la prison pour les jeunes adultes dans cette tranche d'âge. Un autre résultat était qu'un enfant ou un jeune adulte, je me suis perdu, excusez-moi parce qu'il n'y a pas les chiffres, c'est toujours la faute des autres. Euh, Qu'un enfant ou un jeune adulte est en voie de développement jusqu'à la moitié de ses 20 ans et ne comprend pas l'étendue de ses faits, car il existe un retard, je comprends pas. Bon, il existe un retard dans l'élévation du cortex préfrontal qui est responsable pour la prise de décision, le contrôle des impulsions, la planification à long terme, la régulation des émotions, le jugement moral et social et l'anticipation des conséquences. Les enfants ou les personnes, les jeunes adultes sont plus volatiles dans des situations émotionnelles intenses parce qu'ils sont fortement influencés par leur père ou l'environnement social, impulsifs et enclins à prendre des risques. Moi, ainsi, il existe, excuse-moi, moi, orienté vers le futur, ainsi, il existe des facteurs aggravants comme des caractéristiques exacerbées chez les jeunes ayant vécu des traumatismes ou des lésions cérébrales ainsi que la consommation excessive d'alcool ou de drogue. Tous ces facteurs ralentissent le développement du cerveau et augmentent l'impulsivité, ce qui peut expliquer euh, peut-être les faits qui ont été ou les infractions qui ont été commis par les jeunes adultes. Donc, c'est d'autant plus important de prendre en considération cette évolution aussi dans la réforme actuelle. Et je plaide ou je prie que cet amendement va être retiré
parce que c'est les répercussions que, où les conséquences sont très, très, très graves pour cette tranche d'adultes, d'autant plus qu'on sache que c'est cette tranche d'âge où c'est vraiment important de faire la transition entre un adolescent et un jeune et un adulte, et qu'un environnement comme une prison n'est pas absolument pas euh, une mesure adaptée pour cette clientèle. Puis, je vous parle de la protection des victimes. La protection des victimes, nous avons, où il a été proposé un atelier par The Social Activities and Practices Institute en provenance de Sofia en Bulgarie. Ils ont instauré, bon, le projet est divisé en trois. La première chose, ils ont instauré des Blue Rooms. Ce sont des salles d'audition spécialisées qui ont été créées. Ce sont des espaces conçus pour l'audition des enfants dans les procédures civiles et pénales. Il existe des médiations professionnelles assurées par des experts formés, des supervisions et soutiens méthodologiques continus. Ça va un peu dans la direction du Centre national pour la violence des victimes, sauf que euh, ici, c'est vraiment centré sur les enfants victimes. Ainsi, genre, lors d'un jugement ou lors oui, d'un jugement, l'enfant n'a pas besoin à se déplacer euh, au tribunal. Ça évite la traumatisation, ça évite des violences aussi que peuvent expériencer les jeunes. Et oui, la pratique est reconnue et reproduite par les acteurs publics et locaux. L'objectif du projet suit principalement oui, trois objectifs: la prévention de violences envers les enfants, le renforcement des droits de l'enfant par des approches intégrées, la promotion d'une justice centrée sur l'enfant. Puis il y a les zones à Zakrila plus. Les zones à Zakrila, d'abord, ce sont les centres d'accompagnement pour les enfants victimes, lancement en 2015 sur le modèle inspiré par le Barnahus. Ce sont aussi des services spécialisés pour les enfants victimes de violences. Ça vise à la coopération interinstitutionnelle centrée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et bah, depuis 2015, ils ont ouvert plusieurs endroits de ces Barnahus euh, à travers la Bulgarie. Puis la zone à Zakrila Plus, c'est la même chose un peu pour les auteurs d'infractions. Je vais continuer avec la collection de données. Pour faire évoluer les droits de l'enfant, une collection de données est très important, voire primordial. Euh, L'exemple qui nous a été présenté est le Data Mosaic Tool. Et je pense là à la CSEE. Ben, le tool est un outil de collecte de données conçu pour surveiller et prévenir toutes les formes de violence contre les enfants dans les établissements de détention pour mineurs. Euh, il vise à fournir une réponse rapide, informée et adaptée aux incidents, tout en respectant les droits de l'enfant en tenant compte de la vulnérabilité des groupes marginalisés. Le tool a pour mission de documenter chaque incident de manière systématique, à identifier les tendances et facteurs de risque, évaluer les réponses mises en place et renforcer la protection de tous les enfants en milieu fermé. Pour accomplir cette mission, le projet vise à fonder les réponses sur des preuves concrètes, cibler les interventions, repérer les groupes marginalisés à risque, renforcer la protection de l'enfant, suivre l'impact des mesures prises, orienter les politiques publiques, assurer la transparence et la traçabilité, respecter les droits et la dignité des enfants. Je
saute un peu. J'arrive à ma conclusion. Ma conclusion est que malgré les inventions en termes de protection des droits de l'enfant au Luxembourg, il reste encore un long chemin à parcourir. D'autant plus, nous risquons à répéter les mêmes erreurs qu'en 1992. Surtout le fait que la réforme en cours ignore les développements cérébral des enfants et jeunes adultes fait preuve d'une ignorance réactionnaire des responsables et ne respecte pas les droits de l'enfant, notamment le droit au développement libre, tout en compromettant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le fait que des études, projets, bonnes pratiques fonctionnent à l'étranger mais sont absents au Luxembourg est la preuve que même avec la réforme à venir, les droits de l'enfant ne sont pas protégés à suffisance au Grand-Duché. Or, ces droits peuvent être invoqués sur base du droit international devant le juge ordinaire. La conséquence d'un manquement aux droits garantis est que le législateur est appelé à adapter la règle de droit. Voilà pourquoi je fais un appel à toute personne intéressée de faire valoir ses droits émanant des droits de l'homme devant le juge ordinaire. Finalement, je propose à s'inspirer des projets et lois à l'étranger pour pouvoir réellement rendre justice aux enfants. Je vous remercie pour votre attention. Ja, vielmals merci, Madame Gauder, Herr von Secker Gregory, für Ihre Präsentation. Ich meine, das war schon gesagt, wir haben kein Leute aus dem Ausland, wir haben uns zwar ein Herr Winter, wir nicht ein Madame Winter haut hei. Wir gedacht, das wichtig, dass wir als letzte bei Akteuren auch, voilà, brauchen auch Platz, wo wir an der Eis schwätzen, an die Sujet. Wir müssen nicht immer in die Welt vorbausen, mal dranholen und noch die internationale Diskussion mit Menschen. Selber war bei dem, für 8 Jahre bei dem internationalen Forum, bei der Konferenz, bei der Weltkonferenz dabei. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Dann noch damals waren die Diskussionen rund um eben die Entwicklung neurobiologische Erkenntnisse, die immer mehr unterstreichen, wie wichtig es ist, dem Fakt Rechnung zu tun, dass jemand 18 eben nicht immer, da den mehr Majorität legal auf 18. Mit das sind auch viele Sinn von alles nach gar nicht so weit, dass sie so, wo sie sind. Und dafür ist es auch nicht mehr wie logisch, da in die Diskussion von der Strafmündigkeit nicht nur vom Minimum Age of Criminal Responsibility, mehr auch vom Maximum Age of Criminal Responsibility auch wirklich muss feiern und an alle Länder gefordert wird. An Deutschland das bis 21 hinter dem Zweiten Weltkrieg, also 21 gesagt, mit den jugendlichen Heranwachsenden. Holland wurde auf 23 gesagt. Zusätzlich war der 21 gesehen, dass sie rausgeholt gehen. Dafür verstehe ich die Plädoyer aus der Sicht von der Debatte mit den neuen Erkenntnissen, auch du aus der Neurobiologie. Und ich meine, dass der Besatz ganz interessant ist. Ich will auch darauf hinweisen, dass die Leute, die da ein bisschen mehr nach wollen, auch da beschäftigen, die fanden an der Publikation von Mokaju über die Konferenzserie auch Beiträge genau zu dem dritten Punkt, wie die internationale Debatte ist, wie auch, voilà, wie auch die Sache vom Strafmündigkeitsalter von Land zu Land kann variieren, aber wie sie unter dem Impuls von der Kannerrechte an den letzten Jahren immer abgesagt, genau in den meisten Ländern an den Hof gesagt, genau an das ist ein Punkt, wo man nach darüber diskutieren können. Wie gesagt, zu dem Punkt im jeden Fall auch lohnt sich ein Blick an die Publikation. Wir haben dann ein paar Mal abgebracht, die fand er doch auch immer online, den Artikel von Frieda Dünkel mit denen Sachen von der Entwicklung per Rapport zu dem Janken Erwussner, den natürlich dann auch entsprechend Alternativen am Strafvollzug oder von anderen Maßnahmen muss hun dafür. Voilà, merci für den Input, merci für aus Madrid op Bonneweg brucht zu hunn. Die war die einzige Vertreter von Lützeburg, die do waren, Madame Ursina Weidkund war nach do, die als die Wörter no zu Lützeburg besicht huet. Ich kann just wieder im Roden die nächste Jahr auch wirklich dass man do eng Großdelegation enker opstelle fir du hin zu go, das wirklich eng Flot gelenet. Wa man enke als Wa man enke als Reform fertig schon als Reform fertig schon, dann das eng fer Idee. Das eng fer Idee, dann wird natürlich super fir auch die Weltkonferenz zu Lützeburg wirklich zu organisieren, fir dann am Sinn von der Idee, weil und den Reso zu partizipieren, Klammer ob am Hirsch aus zu Vilnius die Großkonferenz, internationale Konferenz zum Kannerschutz, vielleicht aus der gelehet für mal eine kleine letzte Delegation von den verschiedenen Akteuren können Summe stellen, weil auch der immer ganz inspirierend ist. Merci für den Input an